Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être présents une nouvelle fois à cette troisième discussion autour des Jeux au Collège de France. Je vous rappelle que nous avons déjà enregistré et animé une table ronde sur sport et migration, c'était en février, une autre sur la célébrité des sportifs avec Antoine Dilty et le sociologue du sport Manuel Chotet, et qu'aujourd'hui nous allons donc aborder un autre thème qui est en fait au cœur, pourrait-on dire, de cette série, le thème de l'écriture, de l'histoire du sport et des Jeux Olympiques, en compagnie de Patrick Boucheron, professeur du Collège de France, au Collège de France et titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, mais j'imagine que vous le savez, et de Julien Sorez, qui est maître de conférence en UFR STAPS de l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire sociale du sport, qui vient d'ailleurs de publier il y a très peu de temps un bel album chez Glénat sur Chamonix 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver, et qui, depuis maintenant bien des années, travaille à renouveler avec beaucoup d'autres l'histoire du sport. Pourquoi ce renouvellement? Parce que cette histoire a longtemps été considérée comme une histoire spécialisée pour les sportifs eux-mêmes ou les anciens sportifs eux-mêmes, une histoire des records qui permettait à certaines personnes qui étaient, ma foi, tout à fait compétentes pour le faire, de nous dire combien de secondes avait été couru le 100 mètres à Melbourne. Mais d'une certaine manière, depuis une trentaine d'années, le début des années 90, le milieu des années 90, on peut dire que cette histoire du sport a su montrer qu'elle s'attaquait à ce qu'on appelle un fait social total, le sport, par lequel on peut à la fois aborder l'histoire sociale et l'histoire politique, l'histoire des socialisations et l'histoire des migrations, l'histoire urbaine et l'histoire rurale, mais aussi l'histoire de la performance, et puis également les réutilisations, pourrait-on dire, tout à fait évidentes dans le cas des Jeux Olympiques, les réutilisations d'une sorte de mythologie du sport qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'étaient justement ces activités dans l'Antiquité. Tout cela, nous en débattrons pendant les séances prochaines, mais c'était l'occasion aujourd'hui de revenir justement sur les évolutions de cette histoire du sport telle qu'elle s'était présentée depuis maintenant une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, justement, Julien Sorez, comment cette petite révolution interne à l'histoire du sport a été menée? Est-ce que c'était parce que vous étiez de jeunes chercheuses et chercheurs intéressés par la question du sport? Est-ce que c'était aussi parce qu'il y a eu ce développement de ce qu'on appelle les STAPS en France, qui sont donc un secteur particulier justement de l'histoire du corps, pourrait-on dire, et que le développement de ces STAPS a permis aussi à des chercheurs venant des disciplines sportives de s'intéresser à ces questions-là. Qu'est-ce qui justifie d'une certaine manière ce renouvellement de l'histoire du sport tel qu'il s'est produit depuis maintenant 25 ans? Alors, c'est vrai qu'on peut partir pour la France d'un intérêt pour les études historiques concernant la pratique sportive des années 80, avec effectivement l'institutionnalisation des recherches des départements STAPS, qui, dans un premier temps, s'intéressent quand même à... STAPS, exactement. Alors, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, c'est ceux qui forment, par exemple, les futurs enseignants d'éducation physique et sportive, mais aussi qui forment à d'autres métiers. Donc, en gros, on a effectivement le développement de ce type de parcours et cet intérêt, dans un premier temps, pour l'éducation physique, parce que comme c'est surtout une institution qui forme des enseignants d'éducation physique, ils vont d'abord s'intéresser à la discipline scolaire éducation physique, notamment parce qu'ils ont un parcours professionnel, les enseignants d'éducation physique, qui est un peu particulier, puisqu'ils sont tantôt rattachés à l'éducation nationale, ou à ce qui était l'éducation nationale, et tantôt au ministère des Sports. Et donc, pour légitimer en fait leur place comme des enseignants appartenant à l'éducation nationale au même titre que l'enseignant de mathématiques, que l'enseignant de français, ils vont produire une histoire qu'on pourrait qualifier un peu de corporatiste, mais qui leur permet de justifier en fait leur présence dans le système éducatif et leur statut de fonctionnaire. Donc on a un premier élan qui concerne plutôt l'éducation physique, donc, sur lequel on reviendra peut-être sur la définition des termes. Et puis, progressivement, ces chercheurs en STAPS vont s'ouvrir aussi au sport, aux pratiques sportives, et vont développer un certain nombre de recherches dans différentes pratiques, la natation, l'athlétisme, etc. Et puis, de manière
pratiquement concomitante, on a le développement de la part des historiens contemporanistes d'un intérêt pour le sport. Alors cet intérêt, il est intéressant parce qu'il va se développer plutôt d'abord, alors je généralise un peu, mais je suis désolé, je vais faire 40 ans ou 45 ans d'historiographie avec énormément de personnages. Voilà. Donc je vais un peu caricaturer, mais ce n'est pas totalement faux. Mais les historiens du sport contemporaniste, donc qui viennent des départements d'histoire, eux vont plutôt s'intéresser au football et pas au sport et pas à l'éducation physique. L'exemple, il y a deux exemples assez marquants. Le premier, c'est 1990, Coupe du Monde en Italie, la revue 20e siècle, qui est une revue d'histoire contemporaine qui a pignon sur rue, édite un numéro spécial sur le football. Et là, on trouve des historiens, mais qui ne sont pas des spécialistes d'histoire du sport. C'est Alfred Wahl, qui est un spécialiste de l'Allemagne, qui a commencé à travailler sur le football. Il y a Pierre Milza sur l'Italie, il y a Gérard Noiriel et Stéphane Beau sur l'immigration, il y a Jacques Marseille sur l'économie. Et on voit comment se constitue progressivement, alors pas vraiment un champ de recherche, mais plutôt une agrégation d'individus qui s'intéressent au football comme plutôt d'un point de vue personnel, et qui vont transférer cet intérêt personnel progressivement dans le champ académique. Et puis il faut attendre du coup plutôt les années 90 pour que des thèses, des doctorats d'État en histoire contemporaine soient soutenus et donnent lieu à des recrutements universitaires. Donc Paul Dietschi notamment, qui a travaillé sur le football en Italie, Fabien Archimbaud, puis Marion Fontaine ensuite aussi, qui a travaillé, elle, sur le Racing Club de Lens. Et donc on a voilà, un double mouvement qui d'abord est plutôt séparé, et puis après, avec des collaborations quand même dans les recrutements, puisque je vais très peu parler de moi, je vais quand même m'autoriser un petit peu à le faire. Moi, par exemple, donc, je suis quelqu'un qui vient donc, agrégé d'histoire, j'ai fait ma thèse au Centre d'histoire de Sciences Po, et j'ai été recruté, comme Emmanuel l'a dit, dans un UFR STAPS. Donc ça montre qu'il y a désormais des passerelles qui sont possibles plutôt de l'histoire vers les STAPS, mais en tout cas, il y a des échanges et des collaborations scientifiques et académiques désormais dans ce champ-là. Et vous avez cité Sciences Po, c'est vrai que le premier séminaire sur l'histoire du sport se tient d'ailleurs par Paul Dietschi et Patrick Clastres à la fin des années 1990, au tout début des années 2000, à Sciences Po. Et là aussi, il va y avoir un afflux, pourrait-on dire, des étudiantes et des étudiants pour pouvoir s'intéresser à cette question-là, et donc à renouveler, là encore, les approches autour de l'histoire du sport. Oui, tout à fait. Et là, c'est en fait Jean-François Cirini qui, à un moment donné, donc, une figure importante de l'histoire contemporaine et de ce centre d'histoire, qui va effectivement ouvrir à ce nouvel objet de recherche des perspectives par ce séminaire, par l'accueil aussi de doctorants. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, je ne savais pas vers qui me tourner parce qu'il y avait peu de gens identifiés. Donc, c'est un peu l'histoire culturelle qui paraissait la plus compatible avec ce nouvel objet de recherche. Et donc, c'est vers Cirinelli que Clastres et moi se sont tournés. Qu'est-ce que le sport pour l'historien du sport que vous êtes, justement? Alors, le sport, c'est... Comment vous le définirez, justement? Pour le définir, alors, il y a enfin, la plupart des historiens se mettent d'accord sur le fait que le sport, tel qu'on l'entend du point de vue historiographique et historique, c'est en fait un ensemble de pratiques culturelles qui en fait ont pour origine la transformation des passe-temps, des loisirs de la haute société britannique à partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle. Et cette transformation va donner lieu à donc des pratiques qu'on va considérer comme sportives et qui rompent d'une certaine manière avec des pratiques antérieures. On pourra revenir sur les effets de comparaison, mais les particularités de ces nouvelles pratiques qui vont être codifiées, le cricket par exemple, le début de la boxe, fin 18e, puis tout au long du 19e siècle, les jeux de balle notamment, rugby, football, elles ont 4 caractéristiques, ou 4-5 caractéristiques principales qui créent la rupture et qui définissent en fait cet objet de recherche. C'est d'abord l'institution des règles écrites. Donc on va à un moment donné se mettre d'accord collectivement sur un certain nombre de règles qui vont définir le périmètre de la pratique et ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est une rupture notamment par rapport à d'autres pratiques comme les jeux traditionnels, les pratiques folkloriques, ce qu'on appelait à l'époque médiévale et puis moderne la soul, ou dans le monde britannique le folk football, où les règles étaient orales, mouvantes, elles variaient en fonction des localités. Donc là, on a un élément très fort. Deuxièmement, le fait de produire des règles, c'est lié au développement d'institutions qui vont les rédiger, qui vont les propager et qui vont vérifier que les acteurs respectent ces règles. Et donc on a une codification qui va de pair avec une institutionnalisation. Par exemple, 1863, la Football Association est créée au moment où des règles qui définissent le football
tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, est codifié. Troisième élément, on a en fait une rupture qu'on pourrait dire spatio-temporelle, c'est pas très bien dit, mais on a de nouveaux espaces qui vont émerger, qui vont être dédiés, qui vont créer un peu un espace profane et sacré, c'est-à-dire qu'il y a des espaces dédiés à la pratique sportive et d'autres qui ne le sont pas. Et donc le sport, les gymnases, alors ça, le gymnase, c'est lié à une éducation physique, à la gymnastique qui n'est pas vraiment le sport. On y reviendra. Les stades. Les stades, voilà, les stades, même les vélodromes, on a comme ça, le sport se crée ses propres espaces et crée aussi une temporalité qui lui est propre. Puisque le calendrier sportif, le temps d'un match, ce sont des temporalités qui sont indépendantes, qui naissent en lien avec l'activité. Et là aussi, c'est une rupture par rapport aux pratiques qu'on avait à l'époque médiévale et moderne, où finalement, la soule, le folk football, on jouait dans les champs, on jouait dans les rues, sur les places des villages, et on jouait finalement jusqu'à ce que le but soit atteint, c'est-à-dire amener un objet d'un endroit à un autre. Et ça pouvait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Dernier point, il y a aussi l'idée d'autonomie. D'autonomie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le sport va se pratiquer, en tout cas au début, au moment où il est codifié en Grande-Bretagne, il va se justifier par lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être associé à des finalités sociopolitiques trop marquées. Alors, il y a des enjeux aussi sur lesquels on pourra revenir, mais comparé à un certain nombre de pratiques comme la gymnastique, qui est effectivement très patriotique, militarisée, qui a un objectif assez évident, qui est codifié au début du 19e siècle en Allemagne, c'est former des citoyens soldats capables de défendre la patrie, le sport est plutôt vu comme une pratique désintéressée, avec une forme de distance par rapport aux finalités sociopolitiques, qui s'explique dans un premier temps évidemment parce que c'est l'élite sociale, et que l'élite sociale, le désintéressement est une de ses caractéristiques majeures. Alors, je voulais poser la question à Patrick Boucheron, un spécialiste de l'histoire des pouvoirs en Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge. Comment on s'intéresse à l'histoire du sport et comment, d'une certaine manière aussi, on peut se dire que ce cycle de discussion que nous avons ici même est issu d'une réflexion que vous avez pu avoir autour de cette question-là, pour à la fois se lier à cet événement particulier que sont les JO à Paris, bien évidemment, mais aussi à cette évolution de l'histoire du sport telle qu'elle existe depuis quelques années. Oui, comme vous le suggérez aimablement, je suis condamné au discours général qui sera à la mesure de mon incompétence. Histoire des pouvoirs, ça amène au moins à réfléchir à ce biais qui est un biais inévitable, sans doute, en tout cas pour... vous l'avez dit, et le football et la gymnastique, c'est que cette histoire du sport, en tant qu'effectivement elle se constitue comme histoire, avec ses méthodes, avec ses ambitions, en tant qu'elle se défolklorise, en tant qu'elle s'écarte des pratiques, disons, amateurs de mise en récit. Mais je tiens d'emblée à dire que, d'une certaine manière, là est le progrès historiographique. C'est-à-dire que le plus souvent, les nouveaux objets en histoire sont ceux qui ont été, d'une certaine manière, émancipés du mauvais genre dans lequel on les mettait. Je ne parle pas seulement de l'histoire du mouvement ouvrier, ou de l'histoire du genre, ou de l'histoire de l'immigration, qui n'ont été que tardivement, pour ne rien dire de l'histoire de l'esclavage, qui n'ont été d'une certaine manière que tardivement institutionnalisés et au départ cantonnés à une pratique militante. Donc, à partir du moment où elle se constitue comme histoire, elle se constitue souvent comme histoire politique. C'est vrai du football, on ne va pas y revenir, mais effectivement, Fabien Archambault, il a travaillé sur non seulement la politisation avec le foot en Italie, mais l'inertie des identités politiques liées au club de foot. Et puis, quand il est parti à Limoges, il a découvert le basket, et ça, c'est une autre histoire. Il a fait un livre qui s'appelle « L'histoire des grands hommes ». Le titre est assez bon, et d'une certaine manière, ça l'amène d'ailleurs à l'olympisme, puisqu'il va écrire, je crois qu'il sort un livre sur les Jeux Olympiques. Marion Fontaine, c'est autre chose. Elle vient au RC Lens par l'histoire ouvrière, par l'histoire des mines, et ça, c'est une autre veine, si j'ose dire. C'est celle de l'immigration. C'est d'ailleurs comme ça, et c'est pas tout à fait un hasard, qu'on a débuté ce cycle. Et je signale au passage que le Musée national d'histoire de l'immigration, cher à notre cœur, ouvre aujourd'hui, je crois, ou dans les jours qui viennent, une exposition sur l'olympisme. Et d'une certaine manière, ça permet de faire le lien entre histoire des sports et histoire des Jeux Olympiques, puisqu'on doit faire l'un et l'autre. Les Jeux Olympiques aussi, dès lors qu'on veut en faire une histoire, disons, professionnelle, sont vus très souvent au filtre politique et même
géopolitique. Dès que, d'une certaine manière, on nous demande, comme historien professionnel, de parler des Jeux Olympiques, eh bien, on va nous parler à la fois, effectivement, de du rapport entre universalité et nationalisme, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que pendant tous les Jeux Olympiques, on nous parle de fraternité entre les peuples, mais à la fin, on compte les médailles, quand même. Et à la fin, c'est quand même une comptabilité cocardière extrêmement nationaliste. Et puis, il y a la question des pays qui y seront, qui n'y seront pas, le boycott. Bon, voilà. Et c'est toujours les mêmes questions, au fond, qui reviennent dans l'histoire de l'olympisme. D'où d'ailleurs, parfois, pourquoi le cacher, une sorte de lassitude ou un public qui peut être fatigué d'avance parce que si on lui dit, ah oui, l'histoire des Jeux Olympiques, on voit de quoi on va parler, c'est une autre manière. C'est la poursuite de la guerre mondiale par d'autres moyens, en fait. Voilà. L'invention de la trêve olympique, qui est une invention mythologique, comme on le sait, qui s'autorise de la Grèce, mais en fait, qui est une pure construction de discours, eh bien, elle ne fait que masquer ça. Donc, oui, je trouve que ce qui est intéressant, ce qui est devant nous, au fond, c'est d'essayer d'arracher, alors non seulement parce que ça c'est fait, grâce à vous, grâce à d'autres, l'histoire du sport de là où elle est cantonnée d'ordinaire, mais aussi de la voie par laquelle elle s'est arrachée à ce cantonnement, c'est-à-dire la voie politique. Il y a aussi une histoire sociale, il y a une histoire sensible, il y a une histoire du genre, de la performance, il y a une histoire architecturale, on n'en parle pas souvent, il y a l'histoire des représentations, on pourra dire un mot aussi de ce moment de la cérémonie d'ouverture. En tout cas, c'est un moment qui peut, d'une certaine manière, susciter, créer des imaginaires sociaux puissants dont on peut également faire l'histoire. Donc c'est tout ça peut-être qui est devant nous quand on veut parler de l'histoire des Jeux Olympiques et du sport en général. Alors Julien Sorez, qu'est-ce que, d'une certaine manière, on peut attendre de ce renouvellement historiographique? On a bien compris qu'il y avait un bouillonnement, vous nous l'avez décrit, qu'il y avait une nouvelle approche, pourrait-on dire, de cette histoire du sport qui était matinée de toutes les autres disciplines de l'histoire, d'une certaine manière, mais aussi de l'anthropologie et de la sociologie, et que c'était un formidable creuset qui permettait justement de brasser, en tout cas pour les sociétés occidentales, mais aussi pour les sociétés qui, on en a parlé lors de la discussion sur la migration, qui ont été colonisées par les sociétés occidentales, en tout cas qui permettait justement de voir une société évoluer à grande vitesse sur certains des aspects qui la composaient. Alors oui, c'est vrai. Juste avant, j'aimerais rebondir sur ce que disait Patrick Boucheron, sur ce qu'on peut attendre de l'histoire et de cette manière de faire de l'histoire. Je pense qu'il y a aussi... Alors, le sport est un phénomène qui aujourd'hui... total, qui vient à nous sans qu'on aille vers lui par sa très forte médiatisation. Et tout le monde est capable aujourd'hui d'avoir un discours sur soit un événement, soit un athlète, soit une situation. Et je crois que ce qui est intéressant en histoire, c'est quand même d'être capable de déconstruire l'évidence. Et dans cet arrachement-là aussi, il y a un arrachement au sens commun qui justifie la mise en intelligibilité par l'histoire, par le travail des archives, par le recul, et qui fait qu'on est capable de tenir un discours qui va être autre que le savoir vernaculaire. Et en fait, si on reprend les deux travaux que Patrick Boucheron a cités, en fait, Fabien Archambault, quand il travaille, il s'interroge sur pourquoi est-ce que le football est populaire en Italie. Donc en fait, il va interroger quelque chose qui nous paraît, nous, évident. Les Italiens sont fans de foot. Et il essaie de montrer comment, justement, c'est autour de cette histoire politique, idéologique, qu'il y a une émulation entre, d'un côté, le catholicisme et le communisme, qui fait qu'à l'intérieur de chacun de ces deux mondes rivaux, il va y avoir une montée en puissance de la pratique du football et qu'en même temps, dans cette émulation, finalement, cette rivalité va ancrer le football profondément dans la société italienne, dans toutes les couches de la société italienne, que ce soit dans sa pratique amateur ou dans sa pratique professionnelle. Et Marion Fontaine, c'est exactement la même chose. En fait, elle interroge un peu un mythe aujourd'hui qui nous est servi par les médias, c'est le Racing Club de Lens, un club ouvrier.
Et en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déconstruit cette équation un peu facile en essayant de montrer justement qu'il n'y a rien d'évident à ce que le Racing Club de Lens soit le club des ouvriers. C'est au départ un club bourgeois, puis c'est un club de patrons des mines, et ça devient véritablement un club ouvrier à partir des années 50-60. Et le comble, c'est qu'il n'a jamais été autant club ouvrier que depuis que les mines ont disparu. Et donc, on travaille là aussi sur un imaginaire et sur la manière dont, finalement, on construit les mythes contemporains, que ce soit autour du football ou même que ce soit autour des Jeux Olympiques. Et vous évoquiez tout à l'heure cette question du catholicisme et des mouvements progressistes en Italie à propos du travail de Fabien Archambault, mais on pourrait aussi les voir s'implanter dans tous les pays, plus ou moins, où effectivement le catholicisme a eu une certaine importance, puisqu'il y avait là une possibilité d'encadrement de la jeunesse, il y avait une possibilité de pratiquer en même temps d'autres activités qui pouvaient être des activités de catéchèse, par exemple, en profitant de la présence des jeunes garçons ou beaucoup moins des jeunes filles, évidemment, dans cet espace-là, et d'une certaine manière que la popularisation de beaucoup de sports en France, par exemple, tient beaucoup à cette bagarre idéologique, pourrait-on dire, entre catholiques et non catholiques, entre clubs laïcs et clubs catholiques, mais aussi dans d'autres régions de France, entre clubs protestants et clubs catholiques. Julien Sorel. Alors, en fait, la volonté effectivement d'encadrer la jeunesse est un bon vecteur de propagation du sport et en particulier du football pour ce qui concerne le catholicisme. Effectivement, en fait, alors que le sport se développe en France plutôt dans les milieux aisés, avec une éthique amateur qui vise surtout, c'est le projet des premières fédérations omnisports, c'est le projet de Pierre de Coubertin, c'est d'abord s'adresser à des jeunes issus de l'élite sociale, scolarisés dans les collèges d'État et dans les lycées, enfin collèges municipaux, lycées d'État. Et finalement, sur le marché de la promotion des pratiques sportives, les classes populaires sont plutôt délaissées. Et les patronages catholiques vont être les premiers à proposer, pour justement retrouver une emprise sur la jeunesse en voie de déchristianisation, notamment celle qui arrive en ville, ou en tout cas qui évolue en ville. Donc les patronages, dans de nombreuses paroisses, vont permettre d'encadrer cette population. Le foot va être choisi plutôt que le rugby en sport parce que la promiscuité corporelle paraît moins gênante pour ceux qui, en administratique, et puis pour les prêtres. Et donc, effectivement, on a une structuration comme ça qui se fait autour de ces œuvres-là. Cela dit, on a aussi... Effectivement, on a aussi des patronages laïques qui vont, dans cette émulation, se mettre sur le rang. Et puis des clubs civils qui, eux, vont plutôt considérer que le sport doit être apolitique. On ne doit pas discuter de sujets politiques ou même de sujets religieux. Et donc, on a une sorte d'ensemble d'acteurs qui vont tous essayer effectivement de récupérer cette jeunesse qu'on veut mettre en activité. Et dans ce que disait Patrick Boucheron, il y a cette idée de la politisation, mais d'une certaine manière, c'est une politisation par le bas qui ne se dit pas comme telle, évidemment. Mais on voit bien effectivement que tous les enjeux politiques du XXe siècle, depuis la loi de laïcité de 1905 jusqu'à la fin du XXe siècle, tous ces enjeux politiques sont présents dans la manière dont on envisage le sport dans nos sociétés. Tout à fait. Alors, le sport se déclare souvent apolitique et Jacques de France, un sociologue, parle de l'apolitisme qui est en fait une forme de politisation assez subtile. Oui, alors, on peut quand même considérer que le sport est peut-être, en tout cas explicitement, moins politisé au moment où il apparaît à la fin du XIXe siècle que la gymnastique, qui est vraiment une éducation du peuple, militarisée, patriotique. Et à ce titre, les ambitions des clubs sportifs sont quand même de proposer une pratique qui se veut partiellement désintéressée. Mais en réalité, le développement du monde associatif va s'appuyer essentiellement sur les subventions municipales, sur les liens que l'on va être capable de nouer avec des députés, avec des sénateurs. Et en réalité, même si l'objet de l'association sportive n'est pas politique, les réseaux
et finalement, sa pérennité passe souvent par une forte politisation de son activité. Il suffit de rappeler là l'existence, par exemple, de la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est une fédération de gauche, qui a pour ambition justement de faire des politiques sportives de gauche par rapport à d'autres types d'apolitisme dont vous parliez à l'instant même, Julien Sorel. Exactement. Enfin, alors vraiment, la FSGT, c'est l'exemple emblématique d'une fédération qui va se construire tout doucement en vue d'essayer d'extraire la jeunesse ouvrière de l'influence des patronages catholiques et des clubs civils qui se veulent apolitiques et qui sont considérés comme en fait le bras armé de la bourgeoisie aliénant les classes populaires. Donc il y a un discours assez fort. Effectivement, cela étant, c'est toujours une question d'échelle. Et quand on travaille en historien du sport, on travaille toujours sur le croisement des échelles. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une fédération comme la Fédération sportive et gymnique du travail, donc qui va être liée au socialisme puis au communisme, mais il faut voir aussi ce que sont les pratiques réelles dans les associations et voir aussi ce que sont les pratiquants. Et là, on se rend compte qu'en fait, elle a beau être fortement politisée, en réalité, son modèle de référence, ça va devenir le sport bourgeois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de faire des championnats, le fait d'être en rivalité, d'avoir des points qui permettent de monter d'une division à l'autre, le fait de pouvoir caresser une carrière professionnelle, en fait, c'est ce qui fait rêver tous les jeunes, qu'ils soient ouvriers ou pas. Et donc, la FSGT, elle va progressivement, dans les années 20, 30, enfin surtout 30, se retrouver un peu en contradiction avec sa politisation, parce qu'elle va se rendre compte que les ouvriers, ils préfèrent partir dans les clubs bourgeois plutôt que jouer dans des matchs qui vont dénoncer le fascisme et le totalitarisme. Et donc, c'est assez intéressant de voir cette articulation, cette politisation, et en même temps, finalement, l'échec et les limites de cette entreprise également auprès de ceux vers qui elle se destine. Alors, on voit bien effectivement que l'histoire telle que vous la pratiquez, c'est une histoire qui se fonde sur une histoire des années 70, 80, 90 qui était très marquée par ces questions justement de combat idéologique à l'intérieur du sport, mais que d'une certaine manière vous vous en détachez avec les chercheurs qui sont autour de vous, Julien Sorès, justement pour montrer la complexité des enjeux, pour montrer que les acteurs du développement du sport en France sont multiples, qu'il y a des acteurs, vous l'avez dit, à des échelles locales, à des échelles régionales, à l'échelle nationale, bien évidemment, avec les fédérations, mais qu'il y a aussi des acteurs multiples qui sont des acteurs de la société dite civile, qui concourent tous à la progression de la découverte et du développement des sports dans la société occidentale. En fait, oui, le sport se développe en réalité à la fin du XIXe siècle sur les initiatives privées. C'est-à-dire que les premiers pratiquants et promoteurs du sport, ce sont soit de jeunes anglophiles qui sont partis faire des études en Grande-Bretagne et qui ramènent des règlements sportifs et des habitudes surtout sportives, et aussi les colonies britanniques qui sont implantées sur le littoral et dans les grandes métropoles. Mais donc ce sont des initiatives privées, qui se rangent progressivement sous la loi 1901, puis la constitution aussi de fédérations sportives qui sont aussi de statut privé. Et ces initiatives-là vont progressivement être récupérées par l'affirmation d'un pouvoir municipal qui, par le biais des subventions, qui par le biais surtout, et c'est ça le nerf de la guerre dans les premières décennies, la construction des infrastructures. Vous êtes une association sportive, si vous n'avez pas de stade, si vous n'avez pas de terrain, vous avez très peu de chances de résister. Les premières associations sportives, elles jouent à Paris, au Bois de Boulogne, au Bois de Vincennes, sur des terrains militaires désaffectés. Les vestiaires, ce sont souvent des arrière-salles de café qui servent aussi de siège. Et l'affirmation d'une puissance publique commence par l'affirmation du pouvoir municipal, par la subvention et par les infrastructures. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne... L'État va, à partir timidement du Front populaire, mais en réalité plutôt à partir des années 50 et des années De Gaulle, vraiment avoir un rôle extrêmement important dans la structuration du sport, dans le développement des pratiques sportives, que ce soit à l'échelle des fédérations, que ce soit à l'échelle des établissements scolaires, où c'est le passage d'une éducation physique traditionnelle fondée sur la gymnastique à une éducation physique et sportive où la natation ou l'athlétisme, en lien bien sûr avec les Jeux Olympiques et la volonté de glaner des médailles, justifie ces choix, et aussi le développement du sport de haut niveau avec un délégué au sport de haut niveau, à l'olympisme. Et on voit bien là que la France des années 60 se convertit via l'État aussi à ces pratiques.
Et on en vient à ce qu'abordait tout à l'heure Patrick Boucheron, cette question de la place de l'olympisme au milieu de cette histoire du sport. Comment peut-on la décrire, en tout cas pour notre pays, même si j'imagine que vous avez une vision plus large, Julien Sorez, justement, c'est-à-dire quelle est la place de ces Jeux olympiques, de l'olympisme en général, des champions français, comme on disait et on dit encore aujourd'hui, dans cette histoire du sport telle qu'elle s'est développée tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors l'histoire de l'olympisme, c'est un peu compliqué parce que l'olympisme, c'est un peu un monde qui autoproclamé. C'est-à-dire que l'olympisme, en réalité, c'est quoi? C'est une institution qui a défini une charte et qui, en fait, pilote elle-même ce qu'elle est. C'est-à-dire que... Qui fait sa propre histoire. Qui fait sa propre histoire. Alors, ça pose un certain nombre de questions. Qui fait sa propre histoire, vous avez raison de le souligner, c'est important, je crois, parce qu'ils ont créé donc, un centre d'études olympiques en 1982. C'est assez intéressant, c'est sous Juan Antonio Samaranch, au moment aussi où finalement, le professionnalisme et la commercialisation des Jeux se met en place. Donc c'est intéressant, on peut se demander s'il n'y a pas une contre-mesure. Ça, c'est au CIO. Oui, c'est au CIO. À Genève. Et c'est intéressant parce que effectivement, ça crée une forme de polarisation autour de l'institution. C'est-à-dire qu'ils vont développer des programmes de recherche, des bourses, et on voit bien qu'il y a des chercheurs qui vont être proches, plus proches de l'institution que d'autres. Et on peut du coup essayer de lire le positionnement des chercheurs par rapport à leur niveau et leur degré de reconnaissance, puisque y a ceux qui vont être plutôt aux faveurs de l'institution, qui vont être dans des commissions, qui vont être portés un peu par l'institution. Une histoire un peu officielle. En tout cas, qui vont, si on veut, écrire une histoire un peu officielle. Et puis, il y a ceux qui sont critiques. Et donc, on voit bien qu'on a une polarisation et que cette histoire, elle est compliquée. Ensuite, la manière dont elle s'est écrite, c'est aussi assez intéressant. On ne l'a pas dit, mais en fait, la naissance de l'histoire du sport, les débuts de l'histoire du sport français, les premiers regards, c'est les Britanniques, les Américains, en fait, et les Anglo-Saxons. Pourquoi? Parce qu'ils ont inventé ces pratiques, et puis parce qu'ils ont été très tôt soumis aussi à la professionnalisation. Ils ont un regard assez aiguisé et ils veulent voir un peu ce que donnent leurs pratiques en dehors de chez eux. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à ça. Eh bien, un des premiers à s'intéresser au sport, c'est Eugène Weber, donc grand historien contemporain, et un de ses premiers papiers, c'est sur Pierre de Coubertin. Et en fait, l'histoire de l'olympisme, on peut dire qu'elle commence avec cette énigme: qui est Pierre de Coubertin? Et au fond, cette histoire et cette trajectoire de Pierre de Coubertin, donc qui est né en 1863 et qui meurt au milieu des années 30, elle hante toujours cette histoire de l'olympisme, puisqu'on a l'impression en France, que Pierre de Coubertin est un problème. C'est un problème... et de plus en plus. De plus en plus. Et en même temps, on a le sentiment qu'il y a une forme d'admiration dans le monde pour cette figure. Et c'est assez intéressant de voir comment il y a finalement cette difficulté à aborder. Je pense que la figure de Pierre de Coubertin comme objet historiographique en France, elle est arrivée trop tardivement. C'est-à-dire qu'elle commence timidement dans les années 60, et c'est au moment où on commence à lever un peu les sujets fâcheux que cette figure devient difficilement historiographiquement traitable sans un regard critique. Il faut les rappeler pour celles et ceux qui sont... C'est ça, les sujets fâcheux, c'est à la fois l'interdiction aux femmes de participer aux Jeux Olympiques, ça par exemple, ça c'est une question, et puis aussi, ils ont les tendances, disons, assez enamourées, le racisme évidemment, et les tendances assez enamourées pour des régimes qui n'étaient pas des régimes démocratiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, alors ça c'est effectivement un enjeu important et qui... alors, il y a quand même un certain consensus aujourd'hui dans l'histoire contemporaine, donc les travaux d'Eugène Weber qui étaient peut-être un peu timorés, il y a les travaux de Patrick Lastre aussi, donc sur Pierre de Coubertin, où on voit bien la figure de cet aristocrate rallié à la République qui va se servir. Alors son objectif principal à Pierre de Coubertin, c'est quand même la volonté de sportiviser la jeunesse française, c'est-à-dire d'imiter ce qui lui semble être la particularité la plus notable, la plus précieuse de la plus grande puissance mondiale qui est l'Angleterre, c'est une éducation moderne fondée sur des exercices corporels couplés à des valeurs morales. Et en fait, ce que découvre Pierre de Coubertin, c'est que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, que l'activité physique est vertueuse socialement, et que c'est en éduquant les corps qu'on moralise aussi la jeunesse, qu'on la dynamise, qu'on lui permet de
de gérer un empire colonial, d'administrer un empire colonial. Et de s'écarter des maux sociaux qui étaient reprochés à l'époque. Et de s'écarter de la violence, de la masturbation, de la neurasthénie, qui sont de l'alcoolisme. De l'alcoolisme, qui sont un peu vus, surtout pour les Britanniques, n'est-ce pas? Mais, donc tous ces mots-là qui sont attribués à la jeunesse, qui vit dans des internats, dans des conditions difficiles, et on a effectivement cette dimension-là qui est très importante. Qu'est-ce qu'on fait de cela, justement, quand on est confronté, Patrick Boucheron, à cette question-là, en particulier pour ce qui est de l'organisation des JO de Paris? Est-ce qu'on voit là ce travail des historiens se confronter à des volontés qui sont des volontés différentes, en particulier venant des puissances politiques, quelles qu'elles soient, que ce soit la mairie de Paris ou le pays en tant que tel, qui peut-être se confrontent et qui ne sont pas toujours d'accord sur cette vision d'histoire critique? Non, mais je pense que ceux qui sont confrontés directement à l'organisation de l'événement en ce moment se heurtent à ce dilemme mémoriel. Par exemple, par rapport à Pierre de Coubertin, moi je suis prêt à prendre le pari que dans les différentes cérémonies dans son jour, il ne sera pas vraiment à l'honneur. Et ça pourtant, il est dans la tête de tout le monde d'une certaine manière. Et davantage d'ailleurs du monde que de la France. Mais parce qu'aujourd'hui, on sait que, alors évidemment, on pourra toujours nous dire que c'était un homme de son temps. Non, tout le monde n'était pas en son temps aussi raciste, aussi colonialiste et aussi misogyne. Donc il y aura vraisemblablement, une place très dosée de Pierre de Coubertin, et ça suscitera sans doute l'étonnement international. Parce que justement cette histoire, c'est ça qui est intéressant. Elle se donne, l'histoire de l'olympisme, elle se donne comme internationale. En réalité, elle est nationale, souvent nationaliste, mais elle est écrite de manière transnationale par un organisme auto-institué, en gros, qui est, et suisse, qui est le CIO. Bon, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, ça, c'est une première couche, au fond, de discours. L'autre couche de discours, c'est pour ça que je parlais, puisque là, on est un peu sur des imaginaires sociaux, je parlais des cérémonies d'ouverture, là, effectivement, depuis pas si longtemps. Parce que quand on voit très bien, au fond, je pense que c'est Jean-Claude Killy qui, le premier, pense qu'à Albertville, il y a là de quoi, mais on voit bien que Jean-Claude Killy, c'est à la fois une figure politique, une figure sportive, une figure qui a une ambition, justement, de produire et de façonner des imaginaires sociaux et de faire de la cérémonie d'ouverture une leçon d'histoire pour le monde. Alors, ça a été le cas à Londres, ça a été le cas à Athènes d'une certaine manière, ça a été surtout le cas à Pékin en 2009, qui est peut-être la plus spectaculairement, de manière la plus véhémente, démonstrative leçon d'histoire adressée à l'Occident, à un moment clé de l'histoire de la Chine, le moment véritablement impérial, le moment où elle devient la puissance industrielle qu'on connaît aujourd'hui, et le moment où elle adresse par une très spectaculaire cérémonie de puissance qui met en jeu notamment la sinisation du monde par l'amiral Cheng Re, on en avait parlé à votre antenne, Emmanuel Laurentin, au XVe siècle, qui dit quelque chose d'assez simple, agressivement simple à l'Occident. On aurait pu être ce que vous êtes, nous serons ce que vous n'êtes plus. Voilà, c'est-à-dire que la hiérarchie des puissances a changé. Et donc, cela par l'intermédiaire d'une cérémonie d'ouverture. Par l'intermédiaire d'une cérémonie d'ouverture. Donc il y aura aussi sans doute une histoire politique, imaginaire, culturelle à faire de ce que France, enfin, en tout cas ceux qui l'organisent, donneront à voir ce jour-là. Sur les cérémonies d'ouverture, il y a quelque chose d'assez intéressant et qui montre toujours à la fois la capacité du sport à tenir un discours sûr et en même temps sa capacité à le contester dans le même élan. Pour reprendre les cérémonies d'ouverture, il y a deux temps qui me semblent intéressants. Le premier, c'est la mise en scène spectaculaire d'un récit. Et effectivement, souvent, le récit national du pays hôte prend toute la place. Mais dans la cérémonie d'ouverture, il y a aussi le défilé des nations. Et le défilé des nations, c'est une séquence qui est un peu différente, puisque là, c'est chaque récit
Sauf que là, ça sera mêlé cette fois-ci. Voilà, mais en tout cas, dans l'histoire, il y a quand même eu des défilés où ont pu s'exprimer des populations qui n'étaient pas forcément reconnues à l'ONU, des populations colonisées comme les Indes britanniques qui avaient leur délégation. Et donc on a à la fois cette occasion d'un récit national et en même temps la possibilité pour un autre récit de cohabiter dans ce récit-là. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est l'expression de contestation politique, hein, que ce soit avant, pendant par les boycotts ou les contestations plus fortes, que ce soit sur les terrains de jeu ou lors des remises de médailles. Oui, mais le génie quand même londonien, vous dites les Britanniques sont alcooliques, bon ok très bien, déjà, le chauvinisme a déjà commencé apparemment, mais en fait évidemment leur force à ce moment-là, enfin ce qu'ils ont donné à voir comme force, c'est l'autodérision. C'est-à-dire c'est la capacité effectivement à administrer un pouvoir, enfin, oui, un spectacle d'une puissance plus forte que la force, qui est celle effectivement d'une intelligence critique. Voilà. Et c'est de ça dont on a parlé finalement. C'est est-ce qu'on peut faire une histoire critique de l'olympisme ? Et est-ce qu'on peut faire une histoire critique de l'olympisme hors des lieux où elle s'écrit ? Ça pose la question des archives, il me semble. Ben voilà. Parce que, en fait, si on voudrait faire de la radio, ce serait. Ouais. Vas-y. Si on part sur la question de la manière dont on doit écrire l'histoire de l'olympisme, on part des archives. Et la question est de savoir quel type d'archives on dispose pour écrire cette histoire. Mais ça revient à la définition de l'olympisme. Qu'est-ce que c'est l'olympisme ? Une institution et des événements sportifs qui reviennent tous les 2, tous les 4 ans. Bon, c'est principalement ça, l'expression de l'olympisme. Est-ce que, par exemple, on peut écrire une histoire sociale de l'olympisme ? À quel prix ? Où existe l'olympisme en dehors du CIO ? En dehors des CNO ? Des archives inaccessibles, et en dehors... totalement inaccessibles. En fait, elles sont accessibles pour une bonne partie d'entre elles, sauf que, finalement, une partie de ces archives sont d'une platitude. Ce qui est accessible et insignifiant. Bah oui, parce qu'en réalité, les discussions importantes sont enregistrées, mais celles-là, elles sont confidentielles. Elles ne sont pas communiquées. C'est juste les verbatim des réunions qui sont retranscrites. Donc, effectivement, déjà, là, on a un premier problème. Le deuxième, c'est aussi de savoir, on a à l'occasion de chaque Olympiade, tellement de nationalités, par où prendre, par quelle entrée, prendre aussi cet olympisme. Est-ce qu'on a une telle représentation nationale qu'on est toujours plus ou moins tenté de faire un récit national, puisqu'on va prendre le point de vue qui est le sien, qui est celui de la France, par exemple, et c'est donc une histoire qui est aussi extrêmement éclatée, parce qu'il est extrêmement difficile d'avoir une vision globale de l'événement, de prendre différents points de vue et de les confronter. Donc ça paraît compliqué. Et puis les archives, donc en dehors des archives qui sont produites par les institutions qui organisent, qui administrent l'olympisme à l'échelle internationale ou ponctuellement les comités d'organisation, quel type d'archives on va trouver ? On va trouver de la presse. Est-ce que la presse, franchement, aujourd'hui, peut représenter une archive pour les historiens sérieuse ? On va dire que quand on manque vraiment d'archives, on se rabat sur la presse, mais c'est sans doute pas le support le plus pertinent pour faire une histoire critique de l'olympisme. En tout cas, il ne me semble pas. Et donc, on peut se rabattre après sur un certain... Alors, dans l'histoire, moi, ce que j'ai pu faire, c'est aller justement dans les archives qui n'étaient pas destinées ni au monde olympique, ni finalement qui ont pris l'événement comme ça. C'est par exemple les archives municipales, les archives départementales, où là, on se retrouve avec des acteurs qui, à l'origine, n'ont rien à voir avec l'olympisme, sont aspirés par une vague olympique à un moment donné. Et là, on peut voir des mécanismes assez subtils et intéressants qui nous permettent de faire un certain nombre de pas de côté et d'avoir un regard critique, qui n'est pas forcément un regard négatif, mais qui est un regard avec une certaine distance. Alors c'est peut-être le moment de produire une sorte d'inversion carnavalesque, quoi, ou une boule. Le carnaval boissé. Non, mais oui, voilà. Oui, parce qu'en réalité, l'autre possibilité, quand on manque d'archives, c'est de les produire soi-même. Voilà, c'est aussi une possibilité que les archéologues connaissent bien, c'est de produire ses propres archives. Et donc là, on pourrait peut-être inverser le rapport de la question et de la réponse. Emmanuel Laurentin, bonjour. Bonjour Patrick Boucheron. Vous êtes producteur à France Culture. Exactement. Les auditeurs vous connaissent bien pour avoir effectivement pendant 20 ans produit La Fabrique de l'Histoire, maintenant Le Temps du Débat. Et vous avez été nommé en fait... Catapulté. D'abord nommé, puis catapulté
présidente d'une commission d'histoire des JO. C'est là où on s'est rencontrés. Oui. Ça s'est bien passé, pas tant que ça. Pas tellement bien. Non, en fait, si on veut raconter cette histoire, j'en suis très heureux de la raconter. Donc, on m'a demandé d'être président d'une commission d'histoire des JO. On m'a dit que ça sera une commission d'histoire critique. J'ai donc réuni des historiens ici présents et d'autres historiennes, puisque nous étions à parité, autant d'hommes que de femmes. Nous étions 16 dans cette commission. On a commencé à travailler dans un contexte un peu difficile qui était celui du Covid, donc on n'a pas pu faire autant de réunions qu'on ne le voulait. Et un des grands projets qui est né de cette commission était de lancer une grande collecte des archives sur lesquelles on pourra peut-être revenir, justement parce que ces questions des archives sont des questions importantes. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette commission telle qu'elle a été mise en place, c'est qu'on a commencé à y travailler, on faisait des réunions régulières et on avait des projets qui étaient en train de naître. On en a fait pas très loin d'ici, du côté des arènes de Lutèce, il y a quelques mois. Et puis tout s'est interrompu parce que j'ai démissionné de cette commission, parce que j'ai compris que la communication des JO Paris 2024 était plus importante que le travail d'histoire critique qu'on aurait pu mener, puisque j'ai découvert un jour, lors des rendez-vous de l'histoire de Blois, tout le monde m'a sauté dessus pour me dire « Mais alors, tu étais au courant comme ça, le trajet du marathon entre Paris et Versailles a été tracé, parce qu'il y aura un marathon féminin et un marathon masculin, a été tracé pour rendre hommage aux femmes qui étaient venues demander du pain au roi à Versailles en 1789. Je n'étais pas au courant et j'ai trouvé que c'était un peu exagéré, comme d'ailleurs la référence à la Révolution française avec la mascotte de cette année, qui est donc cette mascotte qui est censée représenter le bonnet phrygien, dans lequel d'autres, je ne sais pas pourquoi, ont vu d'autres représentations qui étaient plus féminines ou féministes que voulues au départ. Mais toujours est-il que on voyait bien qu'il y avait une difficulté à aborder cette question d'une histoire critique des Jeux Olympiques dans un endroit où la majeure partie de ceux qui organisent les Jeux Olympiques ont l'intention de propager ou de développer ou de redire des choses que l'on sait déjà et qui sont plutôt des choses un peu hagiographiques et qui ne mettent pas tellement en difficulté ni les façons d'organiser l'histoire du sport telle qu'elle est organisée par les instances internationales de sport en général, ni d'ailleurs la figure, on peut le dire, de Pierre de Coubertin ou de ce type. Donc il y a bien effectivement un discours institutionnel qu'il faut, et là je me place dans une autre position, un discours institutionnel qu'il faudrait pouvoir arriver à percer, par quels moyens, on l'a dit, peut-être par les archives. Et donc le grand bénéfice de ce passage dans cette commission d'histoire qui s'est interrompu, ça a été de reprendre le principal objet de cette commission d'histoire, c'est-à-dire de créer une grande collecte des archives, de convaincre, ça n'a pas été difficile du tout parce qu'ils étaient déjà convaincus, le service interministériel des archives de France au ministère de la Culture, et de lancer véritablement une grande collecte des archives. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que si dans vos familles, chez vous, dans des clubs que vous avez fréquentés, il y a des archives que vous voulez confier aux archives municipales, départementales ou aux archives nationales, n'hésitez pas à le faire. Toutes les archives sont bonnes parce qu'une des grandes questions que se posent les historiennes et les historiens aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment d'archives pour pouvoir non pas faire redémarrer le moteur de l'histoire du sport parce qu'il est déjà bien lancé, mais pour pouvoir le nourrir à nouveau avec d'autres perspectives, avec d'autres approches qui, comme le disait Patrick Boucheron tout à l'heure, sont des approches renouvelées de toutes les historiographies contemporaines, que ce soit l'histoire de l'Anthropocène, l'histoire du genre ou l'histoire mondiale, globale ou connectée telle qu'on la connaît, l'histoire de la colonisation et de la post-colonisation, et que tout cela mérite qu'on puisse nourrir les historiennes et les historiens des années à venir à partir de ces nouvelles collectes d'archives. D'ailleurs, ici, quand vous passerez à la fin de la séance, il y a plein de petites cartes postales, plein de petits dossiers pédagogiques qui pourront vous dire justement comment vous allez pouvoir participer, vous aussi, à cette grande collecte du sport. Par exemple, une des questions intéressantes... attends, c'est moi qui pose des questions, je n'ai pas fini. Parce que cette commission, elle était deux fois paritaire, d'une certaine manière. Parce qu'il y avait autant de femmes que d'hommes, mais aussi parce qu'il y avait autant d'historiens du sport que d'historiens d'autres choses. D'autres choses. Voilà. Mais la difficulté, vous l'avez dit, c'est bien
de contrarier ce mouvement inévitable qui est que l'olympisme écrit sa propre histoire, et qui n'est pas seulement sa propre histoire, qui se trouve être la nôtre aussi, lorsque, effectivement, elle rencontre, par exemple, l'histoire de la Révolution française. Mais maintenant, vous êtes commissaire. Oui, commissaire de la grande collecte. Ouais, ambassadeur, même. Ambassadeur. C'est un peu en même temps, ce sera la seule fois de ma vie que je serai ambassadeur, donc ça fait plaisir. D'accord. Donc, monsieur l'ambassadeur, ça vous va? Ouais, ça va. Donc, je préférais commissaire, mais enfin, bon, voilà, monsieur l'ambassadeur. Donc, en réalité, c'est intéressant quand même, cette histoire de collecte, parce que c'est essentiellement quand même la collecte des archives des clubs amateurs. Là encore, c'est une histoire culturelle ou des cultures politiques qui s'en trouvent défigées ou désessentialisées. Par exemple, ce que vous avez découvert à cette occasion, c'est qu'il n'y a pas de France du rugby. Jean-Marie, je suis désolé. C'est pas écrit au ciel que le Sud-Ouest s'intéresse au rugby et seulement le Sud-Ouest. Il y avait des clubs de rugby partout, en Bretagne. Et oui, ça, c'est en Normandie. En Normandie. Et ça, c'est une histoire oubliée, en fait. Ça, Julien Sorel va pouvoir en parler parce qu'il a eu la chance d'aller plonger dans un des fonds d'archives qui a été récupéré à l'occasion de cette grande collecte, celui de l'US Pithiviers, donc dans le Loiret. Et ça n'est pas là où on attend a priori effectivement une activité sportive continue depuis combien d'années en l'occurrence? C'est depuis les années 60, il me semble. J'ai travaillé ça il y a 8 mois. J'ai passé une journée aux archives. Je ne veux pas survendre non plus le travail que j'ai fait. Non, mais en tout cas, j'ai pu explorer effectivement leur fonds. Oui. Et c'est un fonds qui a été déposé par l'US Pithiviers donc aux archives départementales du Loiret et qui fait partie de ces nombreux fonds qui sont arrivés depuis le début de la grande collecte, que ce soit en Indre-et-Loire, des fonds photographiques, des fonds de clubs, mais aussi des fonds de privés, venant de dons privés, qui permettront, je pense, d'avoir une nouvelle approche. Par exemple, je me souviens d'une communication dans laquelle vous aviez noté ce qu'était le régime de sanctions dans un club, par exemple. Qui on exclut du club, qui on garde du club pour les mêmes fautes, pourrait-on dire, soit sur le terrain, soit en dehors du terrain. Et l'US Pithiviers a servi à cela. Et on trouve dans ces archives, quand elles sont bien conservées, quand elles sont bien menées d'une certaine manière, de quoi travailler sur ce qu'est la réglementation de cette morale dont vous parliez à propos de Pierre de Coubertin. Qu'est-ce que la morale du sport? En quoi est-elle différente de la morale de la société qui l'entoure, dans un contexte où on peut dire aujourd'hui que la question du MeToo sport n'est pas anodine et qu'effectivement ces questions de morale qui sont protégées par des dirigeants de clubs, de fautes qui sont protégées par des dirigeants de clubs, quand d'autres fautes peuvent être condamnées, semblables peuvent être condamnées dans la société, ça permet de le voir d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant, je pense effectivement, c'est que les archives de clubs, on en a quand même qui ont été versées dans les services municipaux il y a déjà de nombreuses années. Mais souvent, elles sont un peu asséchées, aseptisées. C'est vraiment des documents administratifs qui ont été triés. Là, ce qui est intéressant, quand c'est un fonds d'archives privées qui arrive comme ça, un peu non trié, c'est que maintenant, on a plutôt tendance à garder le plus possible d'éléments. Moi, j'ai vu tout un tas de petits documents qui sont les interstices de la vie associative. Et en fait, on voit des petites lettres qui sont associées à des convocations d'assemblée générale. Ah ben, je ne viendrai pas parce que le club, j'en ai plein, voilà, j'en ai juste la casquette. Donc, en fait, on a des petits grésillements qu'on n'a pas dans le fonctionnement administratif, dans le versement des pièces administratives des archives. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Parce que ça veut dire aussi que cette question de l'histoire du sport telle que vous l'avez racontée depuis le début, Julien Sorel, montre bien la sous-valorisation de ce qu'est le sport. C'est-à-dire le sport, ça n'est pas aussi important qu'un compte-rendu de Conseil des ministres, ça n'est pas aussi important qu'un compte-rendu de Conseil municipal. Et d'une certaine manière, ceux qui auparavant déposaient des archives avaient déjà trié, comme vous le disiez, ces archives pour, disons, montrer les archives les plus anodines ou administratives. Or là, il y a toute la chair qu'il y a autour de ces archives qui apparaît. C'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est là aussi que c'est important de travailler main dans la main avec les archivistes, puisque le regard de l'historien est extrêmement précieux aussi pour nourrir celui de l'archiviste. Parce qu'à un moment donné, il y a des tris qui sont effectués. On va privilégier certains documents pour des raisons qui parfois ne sont pas forcément évidentes, et puis on va en jeter d'autres
parce qu'il faut faire du tri, parce qu'il faut dresser des inventaires. Et donc, le métier de l'archiviste, il est extrêmement précieux pour l'historien, mais il doit y avoir un travail, à mon avis, dans cette collecte-là, et c'est ce qui se fait quand même, puisqu'on essaie de dialoguer souvent avec les archivistes, pour les sensibiliser aux usages possibles historiques de l'archive, qui parfois, effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans les archives, et par exemple, si on prend celle du club de Pithiviers, c'est pas la convocation à l'Assemblée générale, c'est pas les points qui vont être abordés, c'est pas le compte-rendu officiel, mais c'est tous les petits papiers qui vont se glisser, les notes qui ont échappé peut-être aussi à la censure de ceux qui les avaient produites. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, par exemple, sur ce dépôt des archives, ça a été dû à la volonté d'archivistes des archives départementales de Loiret et d'un dirigeant de ce club, mais qu'il a eu à se bagarrer d'une certaine manière pour mettre en place ce don général pour que justement il n'y ait pas un tri préliminaire qui soit fait, parce que il y a des petits secrets, comme dans toute association, dans toute communauté humaine, que certains ne voudraient peut-être pas voir déposés dans des archives départementales et lus par des historiens ou des historiennes plus tard. Oui, et en fait c'est exactement ce que j'avais essayé de montrer dans cette intervention, c'est que au fond, la vie d'une association sportive, c'est la vie d'hommes et de femmes qui ont des émotions, des sentiments, des rancœurs. Et en fait, personnellement, c'est pas de savoir qu'on a voté une subvention pour rénover le poteau de rugby qui m'intéresse dans le système général. C'est de voir les tensions, les déceptions, la gratification de certains individus par rapport à d'autres. Voilà, c'est cette micro-société, la manière dont elle se déploie, dont elle fonctionne, dont elle récompense certains, dont elle sanctionne d'autres. Ce qui me paraît aussi important quand même, et c'est un enjeu à mon avis essentiel, cher ambassadeur de cette collecte, c'est qu'on a quand même, si on fait un peu une radiographie des archives qui sont à la disposition des historiens dans le domaine du sport, on a une très forte représentation des archives de presse, on a une forte représentation des archives institutionnelles, et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de désinstitutionnaliser l'histoire du sport, de désincruster des fers un peu des associations et des fédérations aussi. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'histoire du sport s'est beaucoup écrite à partir de ce qu'elle avait livré comme type d'archives, et donc des associations, des fédérations qui produisent des archives, mais en fait la pratique sportive ne s'arrête pas à son institutionnalisation. J'avais par exemple, moi, travaillé après ma thèse, où j'avais fait un travail très institutionnel, eh bien, sur les pratiques informelles du football. Et je m'étais rendu compte, si on sort des archives du sport, qu'on va voir des archives qui ne sont pas des archives sportives, eh bien on voit apparaître de nouveaux acteurs, on voit apparaître d'autres pratiques. Et donc on évite d'avoir cette espèce de vision téléologique de l'histoire où ce qui serait advenu, c'est la pratique dominante du sport, pour le dire assez vite, mais un football par exemple masculin, professionnalisé avec des vedettes, non, il y a tout un tas de pratiques dans les interstices de l'espace urbain. Et ces pratiques-là, elles permettent de voir aussi d'autres acteurs. Par exemple, moi j'avais observé donc, des pratiques fin 19e siècle dans les espaces publics parisiens, et on voit apparaître la figure maternelle qui encadre et impulse la pratique sportive de leurs garçons. Tout simplement parce qu'elles ne travaillent pas et que ce sont elles qui s'occupent des enfants. Mais sur les temps de loisirs, eh bien, ce sont elles qui structurent en fait la pratique, qui l'organisent et qui se confrontent à la réprobation, soit en tout cas des gardes qui sont chargés de l'ordre public. Et donc là, on voit un acteur qui est complètement hors radar de l'historiographie du sport et de l'histoire du sport, qui sont les femmes, les mères des joueurs. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est en allant chercher, soit dans les archives qui ne sont pas sorties, soit sur des archives de sportifs, de gens qui font partie du commun des mortels et qui ont fait du sport, eh bien d'autres acteurs de cette histoire du sport qui est désinstitutionnalisée. Et je pense qu'il y a tout un tas, par exemple, la pratique sportive féminine, on dit, elle se développe un petit peu timidement à la fin du 19e, un petit peu plus dans l'entre-deux-guerres, puis on a, entre les années 30 et les années 60, vraiment une chape de plomb sur le sport féminin. Les associations cessent d'accueillir des femmes, les fédérations arrêtent d'organiser des championnats dans les pratiques sportives féminines. Et puis dans les années 70, on retrouve une pratique, mais une pratique institutionnelle associative. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans ? Est-ce que les femmes ont vraiment démissionné d'une activité sportive, ou est-ce qu'elles ont manifesté sous d'autres formes cette pratique dont les archives ne nous ont pas été transmises ? Donc, c'est aussi faire ressortir des acteurs de l'histoire qu'on n'a pas aujourd'hui dans les radars historiographiques. Par rapport à cette question des archives, puisque nous sommes sur ce sujet-là, il y a un intérêt, par exemple, des historiennes qui travaillent sur l'histoire du genre,
à essayer de récupérer le plus possible. Et vous disiez, les articles de presse ne disent pas grand-chose, mais il y a un usage des articles de presse qui est intéressant, c'est-à-dire ce sont les books que les sportifs se font ou les books que se font les sportives, c'est-à-dire le rassemblement de tous les articles qui parlent ou qui ont parlé de leurs performances départementales, locales, nationales, etc. Et dont certaines des historiennes qui travaillaient dans cette commission d'histoire disaient qu'il n'y en avait que 2 pour l'instant à cette époque-là. Elles n'en avaient trouvé que 2 des books de sportives qui sont d'une sorte de journal intime de leur propre place dans la société, d'une certaine manière. Et donc, l'idée, c'est qu'évidemment, si on veut développer un travail sur le genre, sur l'apprentissage des sports par les jeunes femmes dans les sociétés des années 30 à 50, par exemple, eh bien, il est intéressant de rassembler le maximum de ce type de books. Si vous en avez dans vos greniers, n'hésitez pas à les donner à des archives, pour qu'on puisse avoir une masse critique de ce type de documents qui permettrait un vrai travail de thèse ou un vrai travail de master à tel ou tel qui pourrait s'y intéresser. Mais d'ailleurs, il y a une forme de corrélation, pas totale, mais quand même partielle, entre la légitimité des acteurs dans le domaine sportif et le regard qu'ils portent sur leurs propres archives. C'est-à-dire qu'on a des acteurs extrêmement visibles, institutionnalisés, qui considèrent qu'effectivement, ils ont une importance dans le monde du sport et qui vont progressivement développer une vision presque patrimoniale de leurs archives. C'est le cas du CIO, c'est le cas des clubs de foot professionnels qui développent une politique archivistique, alors avec une ambition marketing, mais qui vise à valoriser leurs fonds d'archives dans leur musée. Je prends l'exemple l'Association sportive de Saint-Étienne qui a son musée, l'Olympique lyonnais qui a son musée, l'Olympique de Marseille qui veut aussi en créer un. Donc on voit bien que l'archive, elle existe, elle ressort dès lors qu'on est légitime, qu'on est puissant dans le monde sportif. Et qu'on a été couronné par des... Et qu'on a été consacré. En revanche, tous ces acteurs qui estiment que leur propre pratique, par exemple, avoir été une femme sportive de niveau départemental dans les années 50, ces acteurs-là, je pense qu'elles n'ont pas le sentiment que leur histoire a autant de valeur, si ce n'est plus, que celle des acteurs les plus légitimes de cette période. Et donc, il faut aussi, j'ai envie de dire, faire un travail qui ne sera pas psychanalytique, évidemment, mais en tout cas, qui est cette déconstruction d'une domination subie et de mettre en valeur son propre récit de vie en tant qu'acteur à la mesure de ses performances d'une histoire du sport qui mérite d'être racontée. Oui, et dans ce domaine-là, justement, il y a beaucoup de possibilités pour que les archivistes soient intéressés par cela, parce qu'on voit bien combien les archivistes sont passionnés depuis le début de cette grande collecte par cette volonté de faire rentrer de nouveaux fonds. Parce que pendant quelques années, on peut dire qu'il y a eu une sorte de désintérêt. Vous disiez, les clubs créaient leur propre structure d'une certaine manière pour pouvoir se valoriser eux-mêmes. Mais il y a une sorte de désintérêt parce que, effectivement, la plupart des clubs n'avaient pas l'intention de donner leurs archives, vous ne savez pas très bien quoi donner. Là, maintenant, il y a une politique qui est mise en œuvre de collecte généralisée qui permettra sûrement d'avoir des renouvellements historiographiques tout à fait considérables. Et puis ce que je crois très important aussi pour l'historien que je suis et pour la communauté historienne, c'est que le don dans un centre d'archives municipal, départemental et national, c'est un don dans un centre d'archives public. Et c'est quand même extrêmement important, c'est-à-dire que l'histoire, elle s'écrit aussi grâce aux archives publiques. Et que là, on a quand même un axe extrêmement important. Et j'ai eu le sentiment, quand on a croisé les dirigeants du Racing Club Pithiviers, qu'ils étaient contents de donner ça aussi à un centre d'archives public. Parce que c'est une histoire qui pourra se raconter. Et on sait aussi que, malheureusement, l'archive a une valeur économique, a une valeur marchande. Et l'archive de sport en a une. Et quelque part, on a des collectionneurs olympiques, on a des collectionneurs d'archives. Et ces gens-là, en fait, sont des prédateurs d'archives qui privatisent en fait ce qu'on pourrait en faire. Et c'est extrêmement important, je crois, de défendre une vision de l'archive qui est une vision publique et pas uniquement privée. Il faut préciser, par exemple, que le Racing, Paris, a donné toutes ses archives aux archives départementales des Hauts-de-Seine et qu'il y a là, évidemment, une richesse considérable puisque c'est un des premiers clubs de France en matière de sport. Patrick Boucheron ? Oui, en fait, ce qui ressort de notre discussion, de la nécessité d'avoir une histoire critique du sport et de l'olympisme qui produit au fond ses propres archives et qui n'est pas donc dépendante de la construction mémorielle des acteurs qui ont déjà leur propre idée sur la manière dont on doit conduire le récit. D'une certaine manière, ça nous amène à être toujours
les rabat-joie ou les troubles-fêtes d'un événement mondialisé qui va quand même normalement susciter, on peut l'espérer malgré tout, un peu de ferveur. Et c'est ça qui m'intéresse moi aussi, c'est-à-dire ce rapport, c'est-à-dire comment au fond pouvoir, vous savez que ça m'intéresse un peu, c'est une question d'écriture de l'histoire, c'est-à-dire comment pouvoir réconcilier l'histoire critique et une forme de récit un peu entraînant, et comment aussi réconcilier la longue durée, parce qu'on en a beaucoup parlé, et d'une certaine manière, l'olympisme joue de cette longue durée rêvée, fantasmée, et évidemment totalement reconstruite. Alors évidemment, si on demande à une spécialiste de la Grèce antique, Vinciane Pirène-Desforges, ici présente pour ne pas la nommer, qui est maintenant chroniqueuse à l'équipe, il faut quand même le savoir, faut la lire. Et qui sera ici le 23 mai pour discuter avec Christina Mitsopoulou. Eh bien, ne comptez pas sur elle pour vous dire, oui, la cérémonie de la flamme olympique, ça se passait exactement comme ça à Olympie au 5e siècle. Non, pas du tout. Elle va déconstruire inévitablement cette histoire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait des gens méchants qui veulent vous gâcher la fête. Et donc, la question, c'est de savoir, effectivement, comment rendre compte aussi de l'événement, de la ferveur, et aussi de cet écart temporel. Parce que c'est tout à fait frappant. Enfin, je veux dire, on parle de quoi, quoi? Il va y avoir des choses, il y aura des hauts et des bas pendant ces Jeux Olympiques. Sans doute qu'on va être passionné par le curling, par le tir à la carabine à 30 mètres. Bon, ça dure. Bon, mais au fond, ce qu'on attend, c'est quand même des moments paroxystiques. C'est par exemple la finale du 100 mètres. Ça dure normalement moins de 10 secondes. Et c'est un temps de suspension globale, mondiale. Et on se souvient, Carl Lewis, etc. Et là, il y a un truc, c'est comment on raconte cette histoire? Comment on la raconte? Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que, et ça, c'est quelque chose, qui est aussi un défi pour le récit historique. On voit très bien aujourd'hui que les historiennes et les historiens de métier, ils se posent la question comment on raconte un match de foot, comment on raconte un match de boxe. Jusque-là, il y a des exemples, Christophe Granger et autres. Jusque-là, effectivement, on confiait plutôt à la littérature le soin de nous faire comprendre ce que c'était que cette temporalité de l'exploit de légende. Vous voyez, effectivement, toute la littérature produite par, vous parliez de gymnastique, par Nadia Comaneci, ou je pense à ce livre de Sylvain Coher qui s'appelle « Vaincre à Rome », qui parle de la course légendaire du marathonien éthiopien, comment il s'appelait déjà? Oui, Abebe Bikila, en septembre 1960, et qui le fait effectivement sur le temps du marathon, en une longue phrase. Et d'une certaine manière, mais c'est un peu la question que je voulais vous poser, qu'on peut se poser, c'est-à-dire comment, d'une certaine manière, en historien, en ne lâchant rien, effectivement, de nos exigences critiques, j'allais dire participer à la fête. Alors en parisien, déjà, je suis sceptique sur la participation. L'historien, c'est le parisien qui parle. Non. Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais sur la... Je pense qu'il y a quelque chose qui traduit cette volonté de raconter et d'être là. C'est aussi que, et il me semble que c'est une différence fondamentale avec l'Antiquité, c'est que dans l'Antiquité, je veux pas anticiper la conférence à venir, j'en suis désolé, mais dans l'Antiquité, il y a une dimension cyclique et il n'y a pas cette quête de record en perpétuel renouvellement. Ce qui fait que je pense que l'événement auquel on s'attend à l'instant T, c'est un événement qui va être unique. Unique parce qu'il s'inscrit dans une trajectoire historique où les performances sont souvent de plus en plus grandioses, les exploits sont cumulatifs dans le temps, et donc on a aussi ce besoin de saisir ce moment qu'on va traverser collectivement parce qu'on est sur une dynamique, sur une évolution du sport, et sur une performance qui se définit comme toujours supérieure à celle, en tout cas dont la raison d'être est de toujours battre celle qui a été produite avant. Et là, je crois qu'il y a une valeur du temps présent qui me semble différente de ce qui pouvait être attendu d'un tel événement dans l'Antiquité. Oui, mais ça ne répond pas à la question de Patrick Bouchon. Moi, je suis la conversation. C'est la question de la ferveur. Comment rendre la question de la ferveur
la ferveur, de la surprise sportive, etc. Quand on est un historien, c'est-à-dire ce sont des moments fugaces. On sait très bien que les historiens s'intéressent aujourd'hui à l'histoire des émotions, à l'histoire des émotions collectives. Comment rendre cela en historien? C'est-à-dire, on peut peut-être rendre, quand on est historien du XVe siècle ou du XIVe siècle en Italie, un moment de ferveur religieuse dans un espace très marqué qui était la cité italienne. Mais comment rendre cet espace et cette ferveur ou cette surprise la contre-performance, par exemple, le moment où quelqu'un passe devant quelqu'un d'autre alors qu'il n'était pas prévu que ce soit lui le champion, etc., etc. François Darocha Carnero, par exemple, il a essayé de faire une histoire des matchs de football, mais je veux dire, interne à la temporalité propre des matchs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un enjeu d'écriture. Après, la question qui se pose quand même et qui me paraît problématique, bon déjà la ferveur, la dimension de ferveur, donc j'imagine qu'on parle des athlètes et du public, la question c'est de savoir à quelle information a-t-on accès et quels sont les chemins que l'on doit emprunter pour accéder à cette information. Dans un événement hyper médiatisé comme celui-là, quand on sait par exemple si on travaille sur l'image, par exemple, on sait très bien qu'en fait il y a un fil que les chaînes nationales s'approprient et il y a un récit national de l'événement olympique qui fait qu'on a déjà une mise en scène et une réalisation qui déconstruit, reconstruit l'événement en fonction du regard national que chaque téléspectateur adopte. Mais est-ce qu'on sait, par exemple, c'est une question qui me vient à l'instant même, est-ce qu'on sait, est-ce que des historiens et des historiens ont pris, par exemple, un match ou une compétition sportive des Jeux Olympiques vu par 3 ou 4 nations différentes et dans leur façon de filmer, dans leur façon de rendre compte, etc. Bien sûr, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va, dans la réalisation, en fait, dans la retransmission, il y a du direct et puis il y a des éléments, des pastilles qui sont mises comme ça et qui permettent de créer un récit. Donc, on va focaliser plutôt sur les athlètes de la nationalité. On va mettre des enregistrements, des pré-enregistrements aussi qui racontent une histoire, qui viennent créer une tension autour de cet élément-là. Donc, il y a un récit très national de la télévision, comme il peut y avoir un récit très national de la presse. Enfin, c'est un média comme ça, donc il produit un récit. Donc, je me pose quand même la question du niveau d'accessibilité et de où est-ce que l'historien se place pour accéder à cette ferveur. Pour faire la finale du 100 mètres, ça doit être à 1 500 € déjà, la place. Donc c'est aussi compliqué parce que c'est un événement qui à la fois se veut extrêmement fédérateur, mais qui crée, Patrick l'a dit tout à l'heure, des hiérarchies entre les nations, entre les athlètes, qui déclassent des individus plus qu'ils n'en promeut, en fait, puisqu'il y a très peu de gens sur le podium par rapport aux participants. Mais c'est aussi un événement qui est difficile d'accès, pour tout un tas de raisons économiques, parce que c'est aussi un événement qui mobilise une population. Donc, où aller chercher le pouls de l'olympisme dans un tel événement? C'est quelque chose qui est quand même problématique, me semble-t-il, pour en faire un récit qui, un minimum, nous permette voilà. Je voulais juste, parce qu'on va passer la parole à la salle, peut-être si vous avez des questions à nos deux intervenants, mentionner que si vous avez, je continue mon petit fil, si vous avez des films, n'hésitez pas aussi à les donner, parce que une des questions passionnantes qu'il y a à travailler sur l'histoire du sport, c'est de travailler sur l'histoire du corps, sur l'histoire des gestes sportifs, sur l'histoire des règles sportives telles qu'elles ont été appliquées, et que tout petit film qui filme 3 minutes un match de foot à Pithiviers ou ailleurs dans les années 50... il prend tout. Donnez ce que vous voulez, mais donnez. Quoi. et non, absolument passionnant, ne serait-ce que par la façon dont les gens sont vêtus, dont est composé le terrain de sport. Tout ça, c'est absolument passionnant. Par ailleurs, je vous donne la parole. Et qui veut poser une question à soit Julien? Monsieur.